une production Girl Crush. Hello et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast. En plus, s'il vous plaît, excitée. ouais, on est déjà rendu à la saison 8. What the hell? Ouais. Ça Toute va- nouvelle identité. Oui, on a hopefully changé notre photo. Ouais. C'est ça. On a changé notre background. On l'a fait. Ouais. Déjà. Puis aujourd'hui, on vous retrouve pour un podcast qu'on a absolument adoré avec Emma Deguara. Ben, Emmanuel, dans le fond, Oui. c'est son nom complet, Deguara. J'espère que Ouais. Pierre avait un autre nom, mais... Vous allez l'entendre durant Vous allez l'épisode. l'entendre, elle le dit au début en plus. Mais basically, Emma a tenté de battre un record du monde en grimpant de manière continue la Concagua. Puis c'est tout un défi. Puis vous allez voir, c'est ça, voir dans cet épisode si elle a réussi ou pas et comment ça s'est passé. Puis c'est ça. Aujourd'hui, on porte, of course, du Girl Crush, Oui. comme toujours. Nos petits Le petit hauts qui font polo. partie de notre dernière collection Rendez-vous à la campagne. Comme d'habitude, vous pouvez utiliser le code EPSVP15 pour 15% Toujours de dispo. rabais. Mhm. Donc là-dessus, bon épisode! Emma, oh my god, merci tellement d'être là aujourd'hui avec nous. Je suis tellement excitée parce que I'm kind of a fan girl. Sérieux, genre, ouais, depuis qu'on s'est... Ben, je pense que c'est toi qui m'as fait découvrir son Ouais, profil ben oui. quand on a commencé à monter le Kilimanjaro. Ouais. Puis là, Mais je tu sais m'avais- pas depuis quand, en fait. Ouais. Ben, il y avait pas... Ah! Hey, C'est à on cause avait du une Mont amie Blanc. en commun. Oui. C'était qui? Ben, Moi, j'avais une amie qui m'avait parlé de vous, genre. Ben, moi, puis j'étais tu déjà m'avais- abonnée à C'était 4 Karel, points non? cadeaux. Oui, Karel, ouais. Elle K.cadeau. dit- ah oui, elle appelle Oui, le nom. elle. Là, t'as appelé Emma, tu sais, à cause de ton... c'est quoi ton nom complet? pseudonyme. Emmanuel? Ouais, mais Emma, c'est correct. Oui, là. oui. Non, Ouais. mais c'est ça, on se parle en Puis comment pseudo. on dit ton nom de famille? Mais de Guara, OK. ouais. Mais mon nom, mon prénom, c'est Emmanuel Trédignon Salambeau. OK, c'est ça, je sais comme il Ouais. y a des S. Oui, oui, Ouais. le S, c'est juste comme Ouais. mon pour Salambeau. OK. Ouais. Mais Guara, Emma, ça- je pense que c'est plus Ouais, ça facile. pourra- Ça pour va être les plus besoins facile. du Ok. podcast. Ouais. Puis Ça va ça vient de... Je pense pas que c'est québécois, des Guaras, c'est ça. a Ouais, l'air, de Guara, c'est espagnol. OK. Puis Salambeau, c'est tunisien. Ah, J'ai des ok. origines comme de Tunisie, là, en OK. fait. Ouais. Fait que- Nice. puis tes parents sont-tu nés au Québec? Ouais, les Ouais, deux ok. sont nés au Québec. Mon grand-père est né en Tunisie, en fait. Ah, OK. Fait que, il est arrivé au Québec, il avait genre 20 ans. OK. Ouais, Ah. il s'est installé ici. Nice. Ouais. Oh. Ouais. Ah, trop cool. Trop Ben, c'est cool. ça, dans le fond, t'as monté le plus haut sommet en Amérique. Puis parallèlement à ça, t'es aussi avocate à temps plein. Ouais. Fait que moi, déjà ça, j'étais genre, oh my god. Attends, mais oui, Flabbergastée. c'est ça, je voulais revenir à comment j'ai appris de ton existence. Fait que, en tout cas, je la suivais. Fait que là, je pense que j'avais un peu vu passer votre projet de l'été dernier, en fait, qui était... Faire le tour du Mont Blanc. ouais, mais vous Ouais. aviez un nom au projet, C'est Immersion Mont-Blanc. Dans le fond, on faisait le tour du Mont-Blanc, puis après ça, À la j'allais course. à la course. Faut quand On le même faisait le en dire. 4 jours. Fait que c'était comme 4 ultra-marathons en 4 jours avec du dénivelé positif, 2005 à 3005 de dénivelé positif par jour. Puis après ça, on allait... Ben, en fait, les filles allaient vivre leur best life en Italie avec leur chum. Moi, je prenais une journée de repos, puis j'allais faire l'ascension du Mont-Blanc. Puis c'était comme mon introduction à l'alpinisme à ce moment-là. C'est la première fois. Là, normalement, l'ascension du Mont-Blanc, c'est supposé se faire en genre 4 jours aussi. Fait que c'était comme 4 jours tour du Mont-Blanc, 4 jours ascension du Mont-Blanc. OK. Mais là, Back à finalement, oui, back à back. C'est ça le défi, Ouais. tu sais. Genre, je trouvais ça le fun. Je me disais, ça va faire du sens. Puis comment vous avez eu l'idée de ce défi-là, genre? C'est comment Ouais. une niche, tu sais? C'est très niche, mais en même temps, tu sais, le Tour du Mont-Blanc, c'est dans le monde de l'ultra ou de la course, c'est vraiment comme... Je pense que c'est le trajet le plus connu. En fait, ça vient de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, qui est la course la plus prestigieuse de trail. Fait que dans le fond, nous, on s'est dit, on va aller faire le trajet. Puis je l'avais déjà fait en backpack en 2014, alors que j'étais pas du tout fit. Tu sais, j'étais pas dans le monde de la course dans ce temps-là. Pas que j'étais pas fit, mais mettons que c'était la plus dure expérience que j'avais vécue de ma vie à ce moment-là, là, OK. marcher le Tour du Mont-Blanc Parce que c'est en 8 jours. 180 km. 180 km Avec en un 8 backpack. jours avec un gros sac à dos. On était en autonomie complète, donc quand même, tu sais, c'était assez fatigant. Mais là, c'est ça. Fait que, d'emblée, c'est Karel, elle avait une envie profonde d'aller découvrir les 3 pays, donc la France, l'Italie, la Suisse. OK. C'est ça l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Là, ça fait la France, l'Italie, la Suisse autour du Mont-Blanc. Donc, Wow. c'est comme genre
vraiment, vraiment beau. Ouais. Aussi, tu es dans des refuges quand même souvent, tu as accès à tu découvres des villages. C'est une aventure en soi, mais c'est pas trop dur comme aventure. Tu te sens en sécurité en tout temps. Puis pour 3 femmes qui courent entre elles, pour la première fois à l'international, c'est une belle porte d'entrée, tu sais. Fait que l'idée est venue vraiment de Karel qui avait comme une envie d'aller faire ça. Moi et Alexandra qui disent oui tout le temps. Et moi, j'avais en tête Aconcagua en décembre. Là, je me suis dit, je peux pas aller autour du Mont, tu sais, faire le tour du Mont Blanc sans aller faire le Mont Blanc. Ouais. Et là, c'est là que j'ai eu l'idée de conjuguer les deux. Okay. J'ai proposé aux filles, puis les filles étaient comme « Ah, tu sais, c'est un petit peu trop pour nous pour commencer. » L'alpinisme, ça fait quand même peur, là, on s'entend, là, puis on passe par des endroits où est-ce que il y a des décès, il y a des chutes de pierres, ben, des avalanches de pierres, tu sais, c'est quand même assez risqué. Ah, je savais pas ça. Ouais. Non, j'ai eu peur pour ma vie à plusieurs moments, là, dans... Ah ouais? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, mettons? Ben, c'est juste normal, en fait, là, il y a comme il y a un passage dans le chemin pour faire l'ascension vers le Mont Blanc, la voie normale, il y a un chemin qui traverse un endroit où est-ce qu'il y a des écoulements de... Dans le fond, plus il fait chaud dans la journée, plus il y a des roches qui tombent, puis ça fait des avalanches de roches. Mais c'est le seul endroit où tu peux passer par la voie normale, qui est comme la voie la moins technique, dans le fond. Donc, on avait décidé qu'on passait par là, puis la majorité des alpinistes vont passer par cette voie-là. Mais moi, quand je suis passée, ben, tu sais, dans le fond, comment ça se passe, c'est que tu essaies d'arriver sur le sommet pour une telle heure pour être sûr que quand tu traverses cet endroit-là, il fait vraiment froid. Donc, tu vas planifier ton heure de départ de ton camp en fonction de ça. C'est pas juste pour le sommet, c'est vraiment pour cet endroit-là. Pour revenir aussi, tu y penses parce que sinon, tu passes pas par là. Là, il y a des gens qui attendent des deux côtés du couloir. Il s'appelle le couloir de la mort. J'ai peut-être oublié de le dire. Il est long comment? Mais c'est quand même... Ça doit être genre 100 mètres. C'est pas tant plus long que ça. Tu cours, là? Oui, mais tu sais, t'as des crampons, t'as un sac, t'as ton piolet. C'est quand même difficile de courir dans les zones comme ça. C'est rocailleux, tu sais. C'est un endroit où est-ce qu'il y a des chutes de pierre, là. Donc, c'est ça. Puis t'as des gens des deux côtés, généralement. Puis tu regardes le haut de la montagne, tu regardes s'il y a des roches. Tu t'assures que la personne en avant cale quand elle entend des roches, puis il y a des gens des deux côtés qui regardent, puis qui calent « OK, go! » Puis là, tu cours, tu y vas, tu regardes pas s'il y a une roche qui tombe, puis il faut juste avancer le plus vite possible. Puis s'il y a quelqu'un qui crie « Il y a une roche! » Tu sais, là, tu t'arrêtes, puis... Mais voyons donc. Des fois, tu pars, puis là, tu vois que ça commence à tomber, tu reviens sur tes pas. OK, il faut que tu attendes que... Tu dis pas « OK, j'y vais pareil ». Non. Si ça commence à tomber, tu Puis si ça tombe pas pendant longtemps, t'es comme « Go, on y va tout de suite ». Imagine que t'es la personne qui attend ton tour, puis tu vois juste quelqu'un se faire ramasser par les roches. Ben c'est arrivé, puis c'est vraiment... tu sais, ben pas quand j'étais là, mais mon guide, lui... Il a vécu un décès lors d'un de ses passages, tu sais. C'est quand même triste, là. Bref, tout ça pour dire que la haute montagne, c'est magnifique, mais c'est comme pas pour tout le monde, puis ça prend beaucoup d'humilité, là, quand on commence à y accéder, puis... Fait que toi, ton défi à ce moment-là, c'était, bon, OK, le grand tour, puis l'ascension enchaînée. T'as réussi à compléter ça? Le tour du Mont Blanc, on a réussi, ça s'est bien passé. Dans le fond, il y a eu Karel, elle a eu un petit souci, elle s'est fait une entorse à la fin, là, dans le fond, à 25 km de la fin. Elle est tombée, puis elle s'est vraiment fait mal, là. C'était comme pas possible de continuer de courir à ce moment-là. Donc, Alex et moi, on a continué, mais tu sais, on considère... Si c'était pas de Strava, là, personne n'aurait dit « Ah, tu l'as pas fini, le Tour du Mont Blanc. » On s'entend. Donc, on considère qu'on a tous terminé ensemble le Tour du Mont Blanc. On s'est tous retrouvés ensemble à Chamonix. Puis ensuite, au niveau de l'ascension du Mont Blanc, bien là, l'ascension qui était supposée durer 4 jours a duré 1 journée, finalement, dans le sens qu'il y a eu une tempête qui s'est annoncée. Puis là, c'est ça qu'on voit dans Immersion Mont Blanc. Là, tout ça a été capturé en images. Il y a un documentaire que je pourrais un jour vous le montrer. Là. Mais oui. Puis, mais c'est ça, donc à cause de cette tempête-là,
c'était plus possible de considérer faire une ascension en 4 jours progressive qui me laissait le temps de m'acclimater. Donc, on a tout raccourci. On est allé dormir au plus bas refuge qu'il y avait dans le cadre de la voie normale. Donc, le plus bas refuge était à 2300 mètres. OK. Puis, dans le fond, il fallait faire un summit push en un seul temps jusqu'au sommet le lendemain pour pouvoir y arriver. Donc, pas de protocole vraiment d'acclimatation, outre une journée que j'étais allée passer à 3000 pour le plaisir. Là. C'est quoi la hauteur du Mont Blanc? 4800. OK. Fait que, tu sais, c'est haut, mais c'est pas non plus... tu sais, c'est pas une 7000 mètres non plus. Elle a l'air vraiment haute parce qu'elle est très alpine. Elle est vraiment... tu sais, c'est dans la neige, piolet et tout. Mais au final, 4800, c'est quand même relativement accessible. C'est une montagne dans les Alpes. Puis c'est ça, finalement, ben c'est ça, on a commencé à grimper à minuit le soir en espérant défier les vents. On espérait que les vents ne se lèvent pas parce que là, la tempête s'annonçait, donc les vents commençaient à monter, tu sais. C'était vraiment pas des conditions optimales. On commence à monter dans le noir total. Tu sais, on avait dormi genre 2 heures. Il y avait mon vidéaste qui était là, bien né, et Morgane qui était le guide. Moi, je revenais d'aller faire le tour du Mont-Blanc. Donc, j'étais... Tu sais, je revenais de faire le tour du Mont-Blanc à la course. Je gérais une équipe de... un vidéaste. Puis Puis on s'entend, lui, il faut qu'il grimpe aussi, là. Faut qu'il grimpe aussi. Lui, il était sur le Diamox, quand même, il faut dire. Ah, Là, ça l'a vraiment aidé. Là. Il avait couru aussi certaines sections avec nous du Tour du Mont-Blanc. La première puis la 4e journée, il avait couru avec nous. Oh my God. Fait qu'il savait aussi, tu sais, que j'avais fait un effort relativement considérable dans les jours précédents. Donc, tu sais, ça, au moins, c'était pris en compte. Mais bizarrement, mon corps allait tellement bien, je me sentais pas fatiguée à ce moment-là. C'était comme si ça m'avait bien réchauffé, ça m'avait acclimaté aussi un petit peu à l'altitude parce que durant le Tour du Mont-Blanc, on va aller à 2003, 2005. Bref, et là, quand on commence à monter, c'est drôle parce que mon guide était en mode on va le plus vite qu'on peut parce qu'il fallait aller jusqu'au sommet le plus rapidement possible parce que le plus tôt on arrivait, le moins de vent il y allait avoir. Donc, tout le long de la montagne, je vous dis, là, l'ascension a duré peut-être un peu moins de 10 heures. Puis là, je vous dis pas la conclusion tout de suite, mais on ne faisait que dépasser des hommes. J'ai pas vu une seule femme sur la montagne. Puis il y a personne qui nous a dépassés. On allait tellement vite, là, on grimpait. Genre, quand j'ai des flashs de ça, je me dis, mon Dieu, mais quelle personne étais-je durant cette ascension-là? Je m'accrochais à mon guide, puis je me disais juste comme... Tu regardes pas en arrière, puis tu continues de monter. Souvent, j'avais le vertige aussi parce que c'est quand même assez... à pic. Ouais, c'est quand même assez à pic. Il y a des portions escalade de roches aussi et tout ça. Puis j'ai un peu le vertige dans la vie. Donc, ce qui était le fun, c'est qu'il faisait noir dans les portions les plus comme à pic. Donc, je voyais pas à quel point, genre, c'était exposé en arrière. Et puis... quand on arrivait dans les refuges, normalement, on aurait dû dormir dans ces refuges-là dans le cadre d'un protocole normal, mais là, on faisait juste comme toutes les passer un par un. Les gens nous regardaient puis disaient « Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites? » Puis là, mon guide qui connaissait tout le monde était comme « On arrive du refuge du Nid d'Aigle. » Puis là, tout le monde était comme « Oh, vous arrivez du refuge du Nid d'Aigle? Vous êtes avec qui? » Puis, et là, Morgane me regardait. Puis faisait comme... Ben, pas Morgane, mais les guides, puis les gens, ben, tous des hommes, me regardaient de haut en bas. Puis était comme « Ah ouais, tu sais, vous le faites. Puis je me sentais... je me sentais genre empowered, si on peut dire. Oui. Mais je me sentais aussi comme... Morgane, tu m'avais pas dit dans quoi je m'embarquais. Tu m'avais pas dit que pour les alpinistes de Chamonix, qui sont comme des grands alpinistes, c'est considérable ce qu'on est en train de réaliser. Comme ça tentait pas de me dire que c'était pas facile. Mais en même temps, ça t'a sûrement aidé à te dépasser encore plus. Puis là, de voir ce regard-là, puis... ça te met dedans, là. Oui, exact. Ben, c'est ça. Tu pensais que ça allait être juste comme une longue hike. Oui. Ben moi, je me disais, ben c'est une randonnée, tu sais, tout le monde le fait, tu sais, genre, ça... J'étais stressée plus par le volet alpiniste, puis... mais pas par... J'avais pas peur de mes capacités physiques plus que
est-ce que je vais avoir assez de nourriture? Hey, Ouais. la nourriture que je m'étais apportée. Parce que dans un ultra de course, on mange beaucoup. Ouais. Mais en alpinisme, là, on peut pas vraiment manger. On est tout gelé, on a froid, on n'est pas capable. En tout Fait cas, que tu prenais bref. toute cette bouffe-là. Ouais, c'était vraiment trop. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a grimpé, ça allait vraiment bien jusqu'à 4600 mètres. Non. On était à 200 mètres du sommet. Je me rappelle, on venait juste de voir, de voir le sommet. Puis là, j'étais un petit peu, je dois vous dire... Dizzy, ouais. genre? Ben, dizzy, mais je disais un peu n'importe quoi des fois. Là. J'étais Ouais. un peu comme un bébé heureux, content, Ok. qui vagabonde en montagne, là, je dirais. Donc, une chance que j'avais un guide parce que toute seule, c'est une première expérience. J'aurais pas eu les bons réflexes. Mais là, j'ai regardé la montagne, je dis, on arrive, est-ce que c'est vraiment le sommet? Et là, Morgane me dit oui, puis on est là dans environ 30 minutes. T'sais, si ça continue comme ça, on est là dans 30 minutes, après 9 heures d'effort. Genre, un peu moins, là, mais c'était assez exceptionnel. On était à ce moment-là isolés, on a pris un petit peu de glucides, on a continué de monter. Et là, les vents se sont levés, là. Non! Mais c'était impossible. Là. Genre, on était sur une arête, l'arête la plus exposée. Puis j'essayais de mettre un pied en avant, mais j'avais de la misère à m'agripper, tu sais. J'avais de la misère à tu sais, mon pied, je le mettais, puis on dirait qu'il allait s'envoler aussi. Fait que quand je le déposais, je savais pas où il allait aller. Là, la règle, c'était... On est encordé à ce moment-là. Donc, la règle, c'est si je tombe, Morgane se pitch de l'autre côté parce que... balancer. Ouais. Okay. Si Morgane tombe, que je me pitche pas, ça va rien changer. On tombe tous les deux. Ouais. Donc, il m'avait prévenu, puis là, je me préparais comme quasiment mentalement à s'il faut que je saute d'un côté ou de l'autre parce que, justement, j'ai plus d'équilibre. Là, à un moment donné, j'ai dit à Morgane, attends 2 petites secondes, là, je dois me stabiliser. Là, j'ai l'impression que je vais m'envoler. Ouais. Puis aussi, ben, tu sais, mon visage était frigorifié par le froid, fait que dans ce temps-là, c'est les enjeux qui commençaient, mais il fallait comme faire... contreface, si on peut dire, au vent. Donc, ça faisait un bout que je faisais juste grimper comme sur le côté pour ne pas faire face au vent puis au froid. Puis là, à un moment donné, quand j'ai dit « OK, 2 secondes, il faut absolument que je me stabilise », il s'est retourné vers moi. Il a appelé Bjarne. Il a dit « Bjarne, you come back here ». Il s'est retourné vers moi, il a dit « Emma, we're going down now. There's no way I'm gonna die today while working. » Puis là, il a dit... Il a bien fait, oui. Mais tu sais, imaginez... Il était où ton vidéaste, dans le fond? Le vidéaste il était un petit peu plus haut. Il était en train de prendre l'image de nous qui était sur l'arête à ce moment-là. Fait que vous avez cette image-là. Ouais, on a cette image-là de moi qui est genre... Oh, non, genre quoi? À aucun moment, ça m'avait traversé l'esprit qu'on allait devoir retourner, même si tout le long, en fait, tout le long de la montée, on faisait que voir des gens redescendre qui disaient « Ah, c'est trop dangereux, il y a trop de vent aujourd'hui et tout », mais je me disais, tant qu'on continue d'avancer, il y a des chances qu'on y arrive. Mais là, il y a eu un moment où est-ce que c'était vraiment trop dangereux, puis... Mais pour qu'ils disent ça, il a craint pour sa vie, là. Ouais. Donc, ça a été la fin de l'ascension à ce moment-là. Puis ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas vraiment le temps de voir le Mont Blanc, de dire « Oh mon Dieu, on est là ». Tu n'as pas le temps de prendre connaissance de genre tes émotions, prendre acte de où tu es rendu, de te poser une question, d'accepter la situation. C'est comme juste... En mode survie. En mode un peu survie, tu redescends, tu acceptes que ton guide te dise ça, tu n'as pas ton mot à dire à ce moment-là, tu redescends. Puis là, je pleurais dans mes grosses goggles parce que j'étais comme, attends un peu, j'ai jamais considéré que c'était une possibilité qu'on n'allait pas faire le sommet. Puis il y avait vraiment un volet comme émotionnel engagé vraiment fort dans toute cette aventure-là. J'étais pas prête à ce que ça s'arrête. Je serais restée là, lire un livre, mais non, là, mais j'avais vraiment froid, c'était pas possible. Mais c'est ça, j'aurais aimé prendre un petit peu plus de temps avant de redescendre pour pouvoir comme, accepter ce qui se passait, mais tu peux juste pas dans cette situation-là. Fait que les jours suivants, comment tu t'es sentie? Est-ce que ce sentiment-là s'est effacé? C'était quoi? C'était un sentiment de failure, comme? Non, ben je pense que ce qui me faisait peur, c'est de le dire à ma famille, mettons, parce que je me disais, tu sais, j'espère que ça va pas les décevoir, mes amis proches, mais
Mais ça s'est vite estompé, là. Tu sais, c'est pas rationnel comme pensée. Au final, les gens, ils sont contents pour toi, peu importe ce qui arrive. Exact. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais... Nous, on constate que tu l'as fait, là. Ouais. Puis, tu sais, au final, c'est pas une question de le faire ou pas le faire. C'est plus comme le processus qui me passionne. Oui. Donc, après ça, si ça s'est pas passé cette fois-ci, ça sera juste une prochaine fois. Puis je trouve qu'une montagne, ça se mérite. Puis que ma première expérience ce soit dans cette humilité-là, bien, je trouve ça merveilleux. Comme, je pense que c'est vraiment bien. Mais après ça, c'était un deuil. C'était comme un deuil amoureux. C'était comme si c'était une rupture amoureuse avec un rêve que j'avais. Ou, c'est comme si je pleurais la montagne. Là. J'avais de la peine, puis je voulais pas m'en aller de Chamonix. Après, je devais aller rejoindre une amie en Suisse, puis c'est ça, j'étais comme en deuil, tout simplement. Mais je dirais que ça a pris vraiment longtemps avant que j'accepte que j'étais plus à Chamonix. Je regardais tout le temps des photos. Tu sais, quand tu te sépares d'une personne, puis tu regardes des photos de la personne, là, ben là, c'était ça, mais avec une montagne. Tu décris tellement bien ces sentiments-là de nostalgie, puis en plus, tu étais tellement dedans, puis tu étais tellement prêt, puis de devoir quitter, puis... Je me suis sentie comme ça, moi, avec le Kili. Ah ouais? Oui, vraiment. Mais ça prend du temps. Vous êtes quand même parti. Le Kili, ça vous a pris combien de temps, l'ascension? C'est quand même court. 7 jours, oui. OK. 5 jours d'ascension, puis tout dépendant aussi de la route que tu prends, puis le choix, tout dépendant de ta santé aussi à la fin pour atteindre le sommet. Puis après ça, 2 jours de descente. Mais c'est juste tellement une belle aventure. Tu vis tellement de choses, d'émotions. Ton guide, tu sais, tu crées tellement de connexions. Puis entre vous deux aussi, là. Oui, vraiment. Adoré, ça a dû tellement vous permettre de... On connecte sur des niveaux qui sont comme ailleurs, puis on s'en rappelle toute notre vie par après. Vraiment. Tellement, parce que tu sais, t'es exposé aux éléments, là, puis juste de comme vivre dehors pendant une semaine complète comme ça, c'est comme... Je sais pas, c'est juste un sentiment irremplaçable. Puis je me demandais, quand vous avez fait le tour du Mont-Blanc, est-ce que vous dormiez en camping ou en refuge? On était en refuge. Ça, c'était... Parce que ça, vous aviez comme pas de sac. Fait que on avait un sac à dos. Un sac à dos. Ça s'appelle un fast-pack, là, dans le fond. Les petits sacs de course, là. Ouais. C'est comme une veste d'hydratation, comme quand vous voyez les filles d'ultra ou les gars d'ultra. On a une veste d'hydratation. Même pour des 20 kilos, en fait, les gens prennent ça, là, ou 10, peu importe. Oui, j'en vois qui ont 5 kilos aussi, là, si tu veux avoir de l'eau sur toi. Bref, tu as une veste d'hydratation, peu importe la distance, tu peux avoir une veste d'hydratation. Mais là, il y a comme un petit sac en arrière qui permet d'avoir beaucoup de vêtements. Fait que, tu sais, on avait un déo à toutes les filles. On avait chacune notre brosse à dents, mais genre brosse à dents qu'on avait cassée pour avoir juste le petit bout de brosse à dents. On avait des vivres pour quelques, tu sais, juste des collations un peu, mais sinon, c'était comme, à chaque moment, il fallait qu'on trouve de la nourriture, puis on ne pouvait pas traîner tout pendant 4 jours. Là. Aïe, aïe. C'est fou de vivre autant léger. Comment trouver la nourriture? C'est ça l'affaire, c'est qu'en refuge, là, sur le tour du Mont-Blanc, là, on mangeait des 4 services. C'était incroyable. La nourriture était divine. Là, sérieusement, on a vraiment bien mangé. On pouvait prendre du vin, des pâtes, des pizzas, n'importe quand. À un moment donné, en Suisse, moi, je crave toujours de la salade. Genre, j'adore manger des légumes. Puis, il y a un moment où est-ce que j'ai dit... On est allé dans un restaurant en Suisse, puis on a mangé de la salade. Les 3 filles étaient bonnes, mais les 3 filles, là, après, tu sais, manger de la salade, puis après ça, aller courir un 25 kilos, puis on avait déjà... c'était terrible. Les 3 filles, on était genre... OK, c'était la pire idée de notre existence. On a eu mal au ventre. Oh my God. Mais, fait que... C'est étonnant quand même. Mais c'est vrai, tout dépendant. Tu sais, le Everest Base Camp, on en a parlé, mais il y a comme plein de bonnes bouffes, de genre... plein de repas différents. Mais même nous, là, il y avait 3 courses. C'est ça. Mais quand même, sur la montagne, il n'y avait pas un restaurant. Oui, c'est ça. Non, mais il y avait c'est pas de refuge. vraiment différent. Mais l'Everest aussi, il y a comme des dépanneurs. Mais il faut juste faire la nuance. Tu sais, le Tour du Mont-Blanc, ça fait des villages. Donc, on traverse des villages, on traverse des autoroutes par moment. Tu sais, c'est vraiment... en nature, quand même. On est tout le temps en montagne, mais... Il y a des c'est les comme aid stations, là, c'est le trajet officiel de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Donc, il y a vraiment, c'est comme un parcours un petit peu populaire, mais si je peux dire touristique. Il fait découvrir des endroits. Donc, il fait découvrir des villes. Il nous ramène à Chamonix à la fin, la Flégère, fait des villes en Suisse.
Donc, c'est pour ça qu'on a accès à tout ça. Mais tu sais, c'est sûr que sur Aconcagua, j'avais pas accès On va arriver bien. un restaurant. Mais moi, je veux savoir avant, ça vient d'où ce désir de faire tout ça? Puis, ben, là, justement, la course, les ultras, tout ça. Oui, mais c'est ça. C'est vraiment important pour moi de le mentionner parce que là, je parle, puis peut-être que, tu sais, pour des personnes que c'est la première fois qu'ils m'entendent, ils doivent se dire « Oh mon Dieu, cette fille-là, elle a couru toute sa vie, puis elle a ça dans le sang, mais je serai jamais cette personne-là. » Ou, tu sais, peu importe. Mais la réalité, c'est que j'ai jamais fait de course de ma vie avant, il y a comme 3-4 ans. J'ai commencé à... Mais tu sais, je courais un peu, là, comme n'importe qui. J'aurais pensé à le genre de personnes au secondaire qui faisaient les cross-country. Ouais. Je faisais ça, mais j'étais la bonne dernière. Et j'avais de la misère. Oui, j'avais l'intérêt, mais je faisais de l'équitation et du ballet quand j'étais jeune. Et ma mère m'a toujours dit que j'étais capable de tout accomplir, mais par contre, dans le monde du sport, elle était comme... C'est pas que t'as pas de futur, mais t'as pas vraiment de futur. Mais pourtant, dans tous les autres niveaux de ma vie, elle m'a toujours encouragée à réaliser mes rêves, mais comme au niveau athlétique, c'était comme, j'étais pas l'enfant qui allait courir partout, puis j'étais assez intellectuelle. J'aimais les mathématiques et lire des romans à la récréation plutôt que jouer au soccer, là, tu sais. Puis, mais par contre, j'avais toujours l'intérêt de comme... Je voyais des vidéos de Kylian Jornet et Anna Frost quand j'étais vraiment jeune, pendant que j'étais sur MSN, sur YouTube, de gens qui couraient des montagnes. Puis je trouvais ça vraiment beau, mais jamais je pensais qu'un jour, moi, je pouvais faire ça. Puis, mais j'avais aussi envie de voyager toujours. Puis je regardais les hikes de l'Everest, le Everest Base Camp. Je regardais des randonnées en Patagonie. Puis je me disais, oh mon Dieu, je rêverais de faire ça. Tu sais, je rêverais de faire ces randonnées-là. Mais j'ai pas envie de les faire en groupe. Je suis une fille qui aime, oui, le team spirit, mais qui aime aussi accomplir ses propres choses par moment, être seule avec moi-même, puis apprendre à me connaître. Donc, à un moment donné, je me suis mise à... Aussi, je voulais courir parce que je trouvais que ça avait l'air le fun, la course entre elles, éventuellement. Puis là, ça, c'est tout... Là, je vous explique ça en vous disant, c'est ça les pensées que j'avais. Mais il n'y avait pas d'action concrète qui était posée par rapport à ça. Là, j'ai intégré, après ça, mon parcours professionnel dans le domaine juridique. J'ai commencé à travailler très fort. Les premières années, j'ai travaillé tellement fort que j'avais pas vraiment d'équilibre de vie avec le sport. Et là, à un moment donné, ça m'a vraiment comme face. Je me suis dit, oh mon Dieu, OK, je veux prendre action pour devenir la version que j'ai envie d'être de moi-même. Donc, je me suis pris un coach, un ami qui a reach out to me, qui m'a dit « Hey, moi, j'ai envie de te coacher, tu as un beau potentiel sportif, peu importe, mais tu sais, c'est pas pour que je devienne athlète élite, mais juste pour que j'ai une structure. On a commencé à s'entraîner ensemble, puis là, c'est là que je me suis inscrite à des courses entre elles, mais j'étais toute seule, il y avait personne qui courait à ce moment-là, c'était en 2021, là, genre, Non, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Là. Non, vraiment pas. Là, j'avais ma veste d'hydratation, là, j'allais aux courses, puis je me rappelle, j'avais dit à ma première course, à la personne à côté de moi, hey, « Salut, c'est ma première course. Est-ce que toi, tu vas marcher ou tu vas courir les montées? » Tu sais, je savais pas comment ça se passait. J'étais vraiment, tu sais, nouvelle. Puis après une première saison de course où est-ce que j'ai passé des 25 km jusqu'à l'ultra aux 50 kilos, assez facilement, je trouvais que ça se passait bien. Encore là, c'est pas dans la performance, mais juste parce que je croyais en moi, parce que j'avais du plaisir, je le faisais pour les bonnes raisons, que j'ai poussé dans les distances. Si j'avais été heureuse dans le 25, je serais restée dans le 25. C'est pas une question, t'as pas besoin de faire plus long pour être heureuse. Pas nécessairement, c'était agréable. C'était par passion, c'est vraiment par passion. J'avais envie de le découvrir, j'avais envie de regarder comment est-ce que je réagis dans ces limites-là. Puis il y avait aussi un sentiment comme d'épiphanie que j'appelle, puis je suis vraiment quétaine quand je dis ça, mais la première fois que j'ai comme fait ma plus longue distance, il y a eu un moment au kilomètre genre 16, c'était le plus long que j'avais fait jusqu'à maintenant, où est-ce que j'ai réalisé qu'à aucun moment pendant ma course, j'avais regardé en arrière où je m'étais dit « Oh non, je serais pas capable » ou « Oh, je devrais pas terminer ». Là, je me suis dit OK, il y a vraiment quelque chose qui se passe où est-ce que mon mental est tellement fort qu'il va convaincre mon corps d'y arriver puis de réaliser ça. Puis quand j'ai eu ce moment-là, j'ai vraiment eu un moment de réalisation parce que je me suis dit, oh mon Dieu, comme
je peux vraiment réaliser tout ce que je veux réaliser. Tu sais, ça m'a vraiment comme... Je me rappelle, j'étais dans la montagne, puis je riais, je souriais, j'étais tellement contente. Fait que c'est comme un sentiment que j'ai voulu continuer d'entretenir en me donnant confiance, en faisant des choses différentes. Puis après ma première saison de course, j'ai appelé un mentor de montagne qui s'appelle François Guétivierge, qui a fait l'Everest, qui a fait plusieurs sommets. Il est bien connu partout dans le monde, dans le domaine de l'alpinisme. Puis j'ai dit que j'avais le rêve de courir des montagnes. Puis là, il m'a dit « Ah, j'ai une montagne pour toi. C'est Aconcagua. » Fait que ça a commencé en 2021, le moment où est-ce que j'ai dit « OK, je vais aller courir cette montagne-là, dans le fond. OK. Ah! Ouais. Fait que depuis 2021... Tu te prépares. Excuse-moi. Ça. Tu sais Ouais. c'est quoi la Concagua? Ouais. Mon Dieu, j'ai appris récemment, là. Ouais, mais Ouais, c'est pas une montagne ça. qui est vraiment comme connue non plus, Ouais. là, on s'entend, là, c'est... Mais pour ceux qui nous écoutent, c'est en Argentine. Ouais. C'est ça, un des plus hauts sommets. Ben, c'est le plus haut sommet en Amérique. Ça fait partie des 7 plus hauts sommets au monde. Oui. Puis, pourquoi celle-ci? Pourquoi il a nommé celle-là? Parce que, bien, premièrement, Aconcagua, elle est vraiment... Bien, étant en Argentine, moi, l'Amérique du Sud, ça m'a toujours comme vraiment attirée. Je trouvais que c'était un endroit magnifique. Donc, déjà, d'une part, ça m'appelait. La plus haute montagne en Amérique, on parle de quasiment 7000 mètres d'altitude. Donc, on est genre à 30 mètres en bas du 7000 mètres. C'est une montagne qui est pas si technique que ça, donc elle se court. Il vente tellement, en fait, sur la face nord de la montagne qu'il n'y a pas de neige qui reste vraiment, à part comme, ben, pendant la période où est-ce qu'on peut vraiment grimper, parce que le parc n'est pas ouvert en tout temps, il est ouvert seulement pendant une période de 2 à 3 mois, dépendamment. Fait que ton défi, c'est encore les vents. Ouais. OK. En fait, en montagne, c'est toujours les vents. C'est toujours les vents. Ben, c'est toujours les conditions climatiques. Ouais. Tu es à la merci de la météo, puis il n'y a aucune possibilité d'ascension, vraiment, si tu n'as pas une fenêtre météo. On ne parle pas d'une montagne de 3000 mètres, 4000 mètres. Ouais. Bien, dépendamment, elle se situe où. Mais, tu sais, rendu à ces hauteurs-là, les vents, c'est complètement fou, puis ça te paralyse littéralement, là, tu sais. Puis c'est extrêmement dangereux. D'une part, juste d'un point de vue de santé physique, c'est vraiment difficile, comme s'oxygéner puis faire un effort aussi difficile en si haute altitude. Mais en plus, si tu as des vents qui t'empêchent d'avancer, tu sais, c'est comme... Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Puis il neige aussi, rendu à une certaine altitude. Donc, ouais, c'était... Le fait que... C'était comme une montagne qui me permettait de combiner l'alpinisme, l'aventure et la trail dans un seul projet. Puis ça me parlait vraiment beaucoup. C'était une première montagne aussi, donc je trouvais que c'était comme vraiment cool. Ça me semblait accessible, mais c'est pas la montagne la plus accessible au monde. Faut pas, Vu qu'elle est quand même moins touristique, je pense que, mettons, le Kilimandjaro, tu sais. C'est encore drôle. Oui? Ouais. OK. Ah, ouais. Parce que souvent, vu que c'est un des 7 Summits, tous les gens qui ont fait le Kilimandjaro, leur prochaine montagne, vous en faites partie, c'est Aconcagua. Oui. Vous avez regardé On en a la parlé. deuxième plus Ben haute montagne des... Ben, vous avez regardé les 7 Summits, vous vous êtes dit, on a fait le Kili, on va sur Aconcagua. Ouais. La C'est réalité... littéralement. Ben, c'est ça. tout le monde fait ça. Mais la réalité, c'est que Aconcagua puis le Kilimandjaro, c'est deux réalités complètement différentes. Mais c'est... Au camp de base 3, j'étais au sommet du Kilimandjaro. Ouais, tu sais. c'est fou. Ben c'est ça, c'est comme un 1000 mètres de plus, je pense, qui fait toute la différence. Là. Ouais, T'sais. exact. Mais c'est 2 semaines aussi pour s'acclimater. Ça dépend, tu sais, en combien de temps tu le fais. Parce que ça, c'est des expéditions guidées. Ouais. Peut-être qu'ils prennent entre 10 jours, 2 semaines. Mais il y a des gens qui arrivent déjà acclimatés puis qui C'est vrai. embarquent directement sur la montagne. Puis c'est juste qu'il est difficile d'accès. Donc, si je vous raconte un peu comment ça se Oui, passe. ben oui. Ouais. Quand Puis attends, mais t'as planifié pendant 3 ans pour faire le 2 ans et demi. Ouais, je dirais. Mais tu sais, planifier, c'est... Des fois, on a des rêves à court, moyen, long terme. Au départ, j'avais pensé la faire l'année d'avant, cette montagne-là, mais ça demande tellement de ressources financières. Puis ça prend Ah, c'est vrai. du temps aussi. Comme d'un point de vue professionnel, j'avais aussi une réalité. Puis le moment où tu peux partir, c'est en décembre, janvier. Moi, il fallait comme quasiment que je démissionne, tu sais, pour pouvoir partir. Là, fait que, de mon emploi à ce moment-là. Donc, c'était plus délicat.
Mais on commence en montagne, en fait, avec une randonnée. C'est pour tous les gens, là, comment on commence avec une randonnée. La première journée, on se rend au camp de base Confluencia. C'est un trek de genre 8 km, 800 mètres de dénivelé positif. La deuxième journée, tu vas voir des points de vue, tu te promènes. Puis déjà, là, d'habitude, on se rend rapidement jusqu'à 3000 mètres, 3000 mètres d'altitude, puis 3200 en fait. Puis déjà là, on commence à sentir les effets de l'altitude, mais pas tant que ça. Mais tu sais, juste pour faire une référence, on est au premier camp de Aconcagua, puis on considère même pas que c'est le camp de base, puis tu es déjà à 3002. Par rapport au Mont-Blanc, où est-ce qu'on voit les images à 3200, tu es dans une zone vraiment alpine. Là, tu as encore des fleurs, c'est vraiment différent. Fait que t'as pas l'impression que c'est haut quand tu regardes des photos, tu as l'impression qu'il fait ensoleillé, que c'est la belle vie et tout, mais reste que physiquement, c'est vraiment, vraiment demandant. Puis juste pour après ça, faire la randonnée pour se rendre au base camp. Donc là, d'habitude, à partir du camp Confluencia, on va faire des randonnées jusqu'à des points de vue pour aller voir la face sud de Aconcagua, qui est vraiment belle. Tu vois plein de grosses crevasses, c'est magnifique. Wow. Là, à un moment donné, tu dis, OK, demain, on pousse jusqu'au base camp. Mais le push jusqu'au base camp, c'est quasiment 30 km, en fait, là, de randonnée avec 1600 mètres de Quand même. Peut-être un peu moins. 1300 de dénivelé positif. Fait qu'on se rend jusqu'à 4004 environ. Là, c'est une solide journée parce que c'est vraiment, vraiment difficile de marcher à cette altitude-là. Puis la fin est vraiment à pic, là. Je me rappelle, c'est là que j'ai commencé à avoir des symptômes de maladie des montagnes. Donc, tu sais, juste avant d'arriver au base camp, à un certain moment donné, ça allait plus bien. On a pris des pauses, là, il faut boire énormément d'eau. Puis t'as pas les mêmes ressources que sur le Mont-Blanc. Là, je veux dire, c'est pas comparable. Tu as tout sur ton sac à dos, c'est très sec. Tu respires dans un buff absolument parce qu'il y a trop de sable. Puis à partir du base camp, ben là, c'est là que tout commence. Donc, tu es au base camp, puis moi, je me disais, OK, je suis là pour un mois. C'était ça l'objectif parce que j'avais le défi, oui, de faire l'ascension de Aconcagua, mais mon objectif à la base, c'était de faire l'ascension à un single push du base camp jusqu'au sommet et de redescendre. Donc, un peu ce que j'avais fait pour le Mont-Blanc, mais de le reproduire sur Aconcagua. Donc, une première fois, j'allais faire l'ascension de la montagne en groupe, en faisant, en allant au camp 1, camp 2, camp 3, sommet, redescendre, puis rester au base camp, sortir, s'il le faut, de la montagne pour me reposer, retrouver mon équipe, revenir au base camp, faire mon push officiel une fois acclimaté, et puis défi réalisé. Ça, c'était le plan. C'était le plan. Là, c'est quand même un fou plan. Là. Ça veut quand même dire de monter la montagne deux fois. Ouais. Mais est-ce que tu avais des... Là, je fais une parenthèse. T'avais-tu des attentes? Ou est-ce que tu... Ben, pas des attentes, clairement, mais est-ce que tu comparais beaucoup le Mont-Blanc à Aconcagua? Est-ce que ça te remettait dans des genres de souvenirs? Parce que c'est différent, oui, mais là, tu as tellement été attaché au Mont-Blanc, à la montagne. Non, je pense pas que j'ai été capable de relier les deux. Ben, tant mieux. Non, mais je pense pas que j'ai été capable de relier les deux parce que c'est tellement des expériences différentes. J'avais vraiment l'impression que quand j'étais sur le Mont-Blanc, ça a été court, c'était une expérience luxueuse quasiment, là, tu sais, j'y retournerai avec ma maman, tu sais, mais... Elle est venue avec toi, ta mère? Sur Aconcagua, ma maman est venue avec moi, justement, parce que c'était comme un peu un voyage de famille, une réalisation. Donc, elle est venue avec moi jusqu'à Confluencia. Elle a fait des randonnées avec son conjoint aussi. On a fait des portions de randonnée ensemble. Puis c'est drôle, ma mère était plus en forme que moi à certains moments. Tu sais, c'est drôle parce qu'avec l'alpinisme, puis en fait, en altitude, c'est pas parce que tu es plus en forme que tu réagis mieux à l'altitude. Fait que ma mère, elle réagissait mieux que moi pendant ce voyage-là. Ça a été un signe. Je vous dis, ça a été un signe qu'il se passait quelque chose. Mais fait que c'est ça. Puis quand elle est partie, c'est comme... Encore une fois, là, j'étais genre,
Je Oui. pleurais, je me retrouvais seule sur la montagne pendant le temps des fêtes. Ouais. Ouais. Ah, c'était un petit peu crève-cœur. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est arrivé au base camp. Puis là, à partir du moment que tu débutes ton processus, tu commences déjà à regarder la météo. Tu commences déjà à regarder comment ça se passe sur la montagne. Puis là, les vents étaient extrêmement forts tous les jours. Tous les jours, c'était comme entre 70 et 95 km/h pour les vents. Ouais. Oh Hey, my OK, c'est ouais. fort, là. Ah oui, c'était Ben, en fait, énorme. tu peux juste pas être dehors, non? Ben, dépendamment de à quelle altitude tu peux l'être, mais là, je parle, ça, c'est les vents, tu sais, 95. rendus au sommet. OK. Fait que je regardais plus les vents au sommet, mais admettons, au camp 3, les dômes avaient été arrachés. Le dôme, la tente médicale s'était envolée au camp 2. Tu sais, voyons. le dôme médical. là. Ouais. Les hélicoptères ne pouvaient pas partir. Ouf, Là, tu regardes aussi le taux de succès d'ascension, puis il était à 5 puis il est resté à 5 tout le long que j'ai été là. Donc, 5 des personnes qui réussissaient à faire l'ascension à Aconcagua durant la période que j'étais là. Ouf, ok. Donc, on s'en... C'est une information qui est disponible en ligne? est sortie pendant qu'on était là. Attends, as-tu le Wi-Fi sur Aconcagua? Oui, on a le Wi-Fi. C'était vraiment merveilleux parce que, veux pas, j'étais là quand même longtemps et de Ouais, pouvoir oui. parler à ma famille, ça m'a vraiment, vraiment apporté un grand Là, soutien. tes journées ressemblent à quoi? Les journées ressemblent à boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau, aller aux toilettes, aller aux toilettes, aller aux toilettes, manger, manger, manger. OK, non, c'est vrai. C'est un peu plus complexe que ça, là, mais honnêtement, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui occupe quasiment 60 de notre temps. On se lève avec le soleil, en fait. Donc, on sort pas de notre tente tant que le soleil ne se lève pas dans la vallée, si possible, parce qu'il fait tellement froid la nuit. Tu sors pas non plus pour aller aux toilettes. Là. Tu fais pipi dans ta pee bottle, dans la tente. En tout cas, tu peux t'aventurer, là, mais c'est quand même... Il y a des endroits bien précis où tu peux aller à la toilette. Parce que sinon, c'est une montagne très touristique, en fait, à Aconcagua, justement à cause que c'est un des Seven Summits. Donc, ils ont eu beaucoup de problèmes de gestion des déchets. Donc, il y a vraiment des endroits spécifiques. Il faut vraiment respecter la montagne à ce niveau-là, c'est super important. Et puis voilà, fait que, ouais, ça ressemble à ça, manger, boire de l'eau. On parle de 6 litres d'eau par jour minimum, là. Ouais. Mais cette eau-là, est-ce que c'est toi qui la monte? C'est de l'eau de source? Là-bas, on a accès, les gens, on a accès à une source d'eau à travers les chaque rivières. campagne. OK. Ouais, puis sinon, pas au Base-Camp, on a accès à de l'eau. OK. Puis c'est la cuisine de Grajales Expédition qui nous la traitait aussi, OK. puis qui s'assurait que tout était beau à ce niveau-là. Puis c'est cette eau-là qu'on apportait en haut, camp 2, camp 3 OK. et tout ça. Fait que... mais on avait accès à une cuisine. Tu sais, les gens, ils cuisinaient pour nous. Moi, j'avais pris des services, donc je traînais pas ma nourriture. Les gens, comme, cuisinaient pour nous. Une production Girl Crush. Si toi aussi, ça te semble une montagne de rencontrer quelqu'un, on a la solution pour toi. Ça s'appelle Fruits. Juste à télécharger cette application de rencontre où tu peux choisir ton fruit afin de communiquer tes envies. Donc, on a la cerise pour trouver sa moitié, le raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe, la pastèque pour des câlins récurrents sans pépins et la pêche pour une envie de pêcher avec toi ce soir. On te met le lien dans la description pour télécharger l'application. Une production Girl Crush. Puis, C'est un peu comme sur le Kilimanjaro, fait que t'es obligé d'être avec une équipe. t'es pas obligé. OK. T'es pas obligé, tu peux y aller seul. C'est juste qu'il y a un... C'est quand même compliqué y aller seul. là. Ouais, Juste c'est la vraiment randonnée de un peu. 30 kilos à faire pour se rendre au base camp, là, avoir à traîner toute ta nourriture pour tu sais, comme une expédition qui va prendre Ouais. tu sais, facilement 7 jours à 10 jours. Ouais. C'est ça. Je connais quelques filles qui l'ont fait, mais ça prend beaucoup d'expérience. Ouais. Tu sais, les gens qui c'est leur première expérience en montagne, allez-y avec une compagnie d'expédition, quitte à seulement prendre les services et non pas le groupe, le guide et tout, mais juste les services. Puis il y en a d'autres qu'eux, ils ont vraiment beaucoup d'expérience, puis sont super à l'aise à aller sur la montagne seule, à avoir leur nourriture déshydratée, puis honnêtement, ça se fait très bien. Là. C'est juste qu'il faut le voir comme une expédition où est-ce que tu t'investis du temps dans ta préparation. Puis moi, c'était pas nécessairement une charge mentale que j'avais envie de prendre. Là.
Fait que dans le fond, t'avais le service, c'est ça que tu dis, mais t'avais Moi, pas j'avais de le guide Ok, et le le guide, service ok. pour la première partie de l'ascension. Fait que Ah, c'est bien. la première partie de mon expédition, c'était monter en groupe. Ouais, c'est La vrai. deuxième partie, c'était y aller seule. Ouais. Puis là, je vous dirais que j'avais aucun plan à partir du 24 ou 23 décembre. Une fois que le groupe partait, c'était un petit peu ouvert. Ouais. Où est-ce que je reste? Est-ce que je reste sur la montagne? Est-ce que je sors de la montagne? Est-ce que je suis au camp 1, camp 2, camp 3? C'était moi qui m'entraînais puis qui faisais les choses par moi-même. Ouais. OK. Oh my God. Ouais. Fait que là, si je continue dans l'histoire, Ouais. on a... Et je suis captivée. Ouais. Genre, Tellement t'es intéressant, vraiment là, une j'adore. bonne storyteller. Ouais. J'adore. Ouais. Bon, ben tant mieux. J'espère que tout le monde vous aimait. Clairement. blague. oui, Ah non, oui. mais je trouve ça Tout le hot monde parce que... agree. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, l'ascension du Kili, puis la vidéo que j'avais créée de ça, il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont Ah écouté. oui. Fait que je trouve ça le fun qu'on parle de ça aujourd'hui parce Ouais. que je pense que c'est... En tout cas, on avait fait un épisode de podcast sur le Kili. Ben, il me semble que Ok. oui, je vous avais Ok, c'est écouté. ça. Fait que tu sais, je trouve que ça fait comme une belle suite logique. Oui. Oui. à Mais moi, comme- j'ai adoré Ouais. écouter le docu du Oui, Kili parce que merci. j'avais fait moi-même, Ouais. genre celui d'Immersion Ouais. Mont-Blanc. Ouais. Puis à Concagua, il va y avoir un documentaire Ouais. aussi Ah, c'est qui vrai. va être accessible. Ouais. Je savais pas. Oui, Altitude Sport et North Ouais. Face étaient avec Oui. moi pour filmer ça. C'est OK, malade, mais je savais ça. pas qu'il était avec toi. Je Ouais. savais qu'il était avec toi, mais... Ils sont arrivés avec moi à la deuxième partie de l'expédition. OK. Malade. Fait que... Tellement de travail derrière tout ça. Ouais, Bravo. vraiment beaucoup de travail. C'est, beaucoup de travail. Dans le fond, à partir du base camp, on a commencé à faire des randonnées d'acclimatation. Puis, sur la montagne, c'est des gros égaux. Fait que mon guide, à ce moment-là, était en mode on veut tester le groupe. Et là, le groupe a un seul objectif, c'est faire le sommet de la Concagua. Moi, mon objectif, c'est ne pas me brûler, Ouais. faire le sommet idéalement, m'acclimater pour mon vrai push qui, lui, il faut que je sois en forme pour le faire. Donc, mon objectif, c'est être le plus tranquille possible. On commence la première randonnée d'acclimatation, puis à 5000, quasiment à 5000 mètres, je commence à avoir vraiment des gros malaises. J'ai tremble, j'ai froid, je me sens pas bien. Puis Tremble de... froid, j'étais incapable d'arrêter de grelotter. J'étais couchée, puis je prenais toutes les couvertes, une par-dessus l'autre, puis j'étais comme plus vraiment capable d'avancer, là. J'étais vraiment pas bien. Donc, à ce moment-là, on est redescendu. Puis là, toutes mes grandes attentes, c'était la première fois que je me disais, oh mon Dieu, OK, là, peut-être que ça va pas aller aussi bien que ce que je pensais aller faire le sommet de la Concagua. Tu sais, c'est la première fois que j'avais vraiment des symptômes très, très forts de maladie des montagnes, puis tu te sens très remote, fait que tu sais pas vraiment qu'est-ce qui va se passer, tu sais, et tout. On est redescendu. Je suis allée à l'attente médicale, mes signes vitaux étaient pas bons, taux de tu sais, saturation d'oxygène vraiment, vraiment bas, shooté au dexaméthasone dans la fesse. OK, là, t'es... Dizzy complètement. Là, j'étais dans le hamac avec les porteurs. Là. Les porteurs avaient un dôme pour eux spécifiquement. Fait que j'avais comme été rescued, puis j'étais dans le dôme avec eux. C'était... là, ça a été comme un premier « ouch », OK? Et mon corps, il trouve ça vraiment difficile. Là. Puis c'est pas parce que je manque de fitness, mais clairement, ça va pas aussi bien que ce que j'aurais espéré. Donc, je prends une journée de repos. Alors que tout le monde monte au camp 1 à ce moment-là, je me dis, OK, je prends une journée de repos, je m'acclimate plus lentement que les autres, je prends mon temps. Ça me faisait peur. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais là, finalement, je reprends quand même bien. Puis, la journée d'ensuite, on monte au camp 1, ça se passe bien, je récupère assez bien, on dort au camp 1. Là, dans le fond, la raison pour laquelle on montait au camp 1 et qu'on ne redescendait pas, puis qu'après ça, on allait au camp 2, puis après ça, on allait au camp 3, puis qu'on ne redescendait jamais, puis qu'on faisait juste monter de jour en jour, c'est qu'il y avait tellement de vent que la seule ouverture météo était comme 4 jours plus tard. Puis on n'était même pas certain que c'était une ouverture météo. Fait qu'il fallait qu'on se retrouve pour cette journée-là au camp 3. Pour y arriver, il fallait monter le lendemain au camp 1, l'après-lendemain au camp 2, l'après-lendemain au camp 3 pour espérer faire un pas sommet si de ton push. corps allait suivre, tu sais, Non. puis t'es Mais j'ai pas le choix d'y aller parce que de suivre le groupe parce que Ouais. sinon, je T'auras- pourrais jamais grimper. Tu sais, il y a pas d'autre moment. Fait que c'est ça qui est un peu stressant à ce moment-là, c'est juste se dire, OK, t'espères que ton corps va suivre, mais je viens de vivre la peur de ma vie en montagne. Fait que, est-ce que c'est une bonne idée?
je me sens un peu seule aussi. Puis aussi, beaucoup de personnes sur la montagne connaissaient mon objectif. Ouais. Donc, ça avait énormément parlé, en fait, là, sur la montagne, de mon objectif. Donc là, les gens venaient me voir puis me disaient « Oh, you're Emma, you're the famous TNF runner. You're gonna climb this mountain really fast. I know what you should do. You should do this, 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 this. » Donc là, mansplain totalement. Moi qui n'ai pas du tout en confiance par rapport à mes sensations. Bref, je me sentais un petit peu perdue à ce moment-là. Mais la montagne était magnifique, puis j'ai vu une belle expérience quand même. Mais reste que c'était quand même insécurisant. Quand on est arrivé au camp 3, finalement, tu sais, là, les journées se sont bien passées. Camp 1, camp 2, camp 3, je fais un fast-forward, mais tu sais, on monte de 4004 à 5000, de 5000 à 5005, 5005 à 6000. La dernière journée, c'est 6000 à presque 7000 le push. Ouais. Pour donner une idée, 7000 mètres, il n'y a pas une montagne ailleurs dans le monde qui est aussi haute, outre la chaîne himalayenne. 7000 mètres, l'Everest, c'est dans les 8000, proche du 9000, mais on est vraiment plus proche de l'Everest que du Mont-Blanc, là, on s'entend? Oui. Donc, 7000, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Oui. Le camp 3 est plus haut que le Kilimandjaro, donc, ça donne quand même une bonne idée. Et là, la vie, elle devient quand même beaucoup plus dure camp 1, camp 2, camp 3. Camp 3, tu vis dans une espèce t'es dans ta tente, là, puis la tente s'écrasait sur moi, OK, la nuit, là, elle s'écrasait sur moi. Il y avait beaucoup de personnes déjà qui avaient commencé à abandonner. T'entends les hélicos qui passent tout le temps parce que, tu sais, il y a des rescues. T'entends qu'il y a un décès sur la montagne à côté de toi. Il y a un décès pendant que vous étiez là? Plus qu'un. Oh my God. Il meurt comment? Ben, parce que souvent, des mauvaises décisions, en fait, prises sur la montagne, de ne pas retourner de bord suffisamment tôt à cause du... justement, tu sais, à cette altitude-là, tout le monde a des symptômes de mal-aigu des montagnes quasiment, mais il y a un moment où est-ce que tu ne prends plus des bonnes décisions et tu mets ta vie en danger. Puis idéalement, quand tu es avec un guide, tu es capable d'éviter ce genre de situations-là. Quand tu n'as pas de guide, ben, ou tu manques d'expérience, ou ton guide n'a pas pris les bonnes décisions, c'est des choses qui arrivent quand même fréquemment, en fait. Oh my God. Ouais, fait que c'est quand même... tu sais, ça saisit, là. Tu sais, des fois, il y a des moments... Je me souviens, il y a des fois où est-ce que des gens venaient me voir, puis quand la team d'altitude était là, il y a des gens qui sont venus me voir à genre 11h. « Hey, est-ce que votre drone peut sentir la chaleur corporelle? Tu sais, quand vous passez vos drones, est-ce que... » Là, on posait la question, pourquoi vous demandez ça? On pense pas. Ah, il y a 2 filles qui sont pas revenues encore du base camp ou de tel endroit. On les cherche depuis. Ils vont passer la nuit dehors. Mais tu sais, tu passes pas la nuit dehors. Là. Non, tu peux pas. Là. Non. Fait que tu sais, bref, c'est quand même... c'est insécurisant quand même beaucoup. Puis, tu sais, tu peux pas, genre, juste sortir de ma tente, juste me lever. Pendant comme 5-6 jours, à partir du moment que je suis partie du base camp, j'ai porté les mêmes vêtements, les mêmes bobettes, les mêmes choses. J'ai pas enlevé une couche, j'ai pas rajouté une couche. Mon summit jacket, je dormais avec, en plus de toutes mes autres jackets que je m'étais apportées, puis qui n'étaient pas supposées, c'était supposé être du layering, mais pas genre, en plus de mon sleeping bag moins 40, là, tu sais. Fait que, tu sais, il fait extrêmement froid. Tu peux avoir des engelures, là. Ah oui, les engelures, ça, oui. Tu sais, ma peau, elle avait toute levée sur mes mains aussi, parce que c'était brûlé par le froid, là, aussi. Non, c'était assez... c'était vraiment quelque chose, mais au camp 3, t'as du Wi-Fi. Donc, au camp 3, alors que je pouvais pas sortir de ma tente pour faire pipi, je suis avec un inconnu dans ma tente, puis genre, je dois faire pipi dans ma pee bottle à côté de lui. La nuit. Ouais. C'est ça, je me demandais si t'étais seule ou avec quelqu'un. Okay. La majorité du temps, j'étais seule, mais c'est aussi pas tant le fun de dormir seule parce qu'il fait plus froid dans la tente. Ouais. Fait que quand il y a une personne, au moins, ça amène de la chaleur. Fait que là, il y avait un gars avec moi à ce moment-là, puis j'étais vraiment contente parce qu'il faisait extrêmement froid. Donc, tant mieux s'il y avait un petit peu de chaleur qui sortait dans la tente. Mais... Puis tu te lèves, tu fais pipi à côté, mais tu le connais pas, puis c'est comme... Ouais. Mais tu sais, on a toute la même réalité. Fait qu'au final, c'est pas...
Gotta do what you gotta do. Ouais, mais c'est juste que ce qui est drôle, c'est que le 25 décembre, j'ai échappé ma pee bottle dans ma tente. Non. Oh mon Dieu, ouais. Attends, Ça, c'est comment ça s'est terrible. passé? Je me levais le matin, j'avais tellement envie, là, ça avait aucun bon sens. Puis à cause parce que l'eau qu'on boit, là, on boit pas 6 litres d'eau juste pour le plaisir, on boit 6 litres d'eau parce que c'est ça qui te permet de t'acclimater, en fait, à l'altitude. Okay. C'est comme, du moment que tu as mal à la tête, mal au cœur, ben tu bois de l'eau. Ouais. C'est la première chose à faire, c'est pas prendre la médication, c'est boire de l'eau. Donc, tu bois énormément, tu vas vraiment beaucoup à la toilette. Puis, c'était quoi, non, la question? Ben, comment ça s'est passé? Okay, genre une grosse bouteille? Non, ben, des pee bottles, c'est... Au début, j'avais... Ben, pee bottle. Ouais. C'est fait pour ça. Mais non, c'est une bouteille d'eau de Nalgene que j'avais, qui était supposée être ma bouteille d'eau. Je pensais que tout le monde avait sa propre bouteille spéciale. Ben, c'est ma bouteille Nalgene que j'ai utilisée spécialement pour ça et que j'ai jetée, évidemment. Mais tu sais, puis c'est comme les femmes, c'est vraiment plus compliqué que les hommes. Là. Ben oui. Tu sais, t'as froid, là, puis il faut que t'enlèves tes pantalons, faut que tu te mettes, horrible. tu sors de ton sleeping. Oh non, c'est vraiment pas facile. Fait que je retardais toujours ce moment-là parce que j'avais froid. Mais tu trouves pas que ça, de plus en plus, t'avais de plus en plus envie? Oui. On dirait que nous, après, là, on avait de la misère à se retenir. Ah oui? On pissait tellement sa montagne, là. Genre, quand on montait, là, c'est ça, plus qu'on avançait, plus que genre, mettons, du moment qu'on avait envie de pisser, il fallait pisser live. C'est qu'on dirait qu'on avait habitué notre corps qu'il faut juste sortir de la tente puis faire pipi, alors qu'ici, je peux plus retenir. Je sais pas. Mais ça, il y a des questions aussi de quand tu vas dans des zones de déshydratation extrême, là, puis là, je suis pas médecin, fait il y a sûrement des gens qui vont expliquer le processus, mais quand tu vas dans des situations de déshydratation extrême, ton corps fait comme de la rétention d'eau, puis là, tu vas tout le temps aux toilettes, genre. Puis t'es comme plus capable de te retenir, puis à chaque fois que tu y vas, c'est comme si... t'avais pas fait pipi il y a 5 minutes. Là. C'est comme... Mais ça m'a fait ça une fois pendant une course chic-choc que j'avais fait. C'était genre un 105 kilos. Puis j'avais fait... À chaque 5 minutes, je devais descendre mes pantalons, puis mes shorts, puis faire pipi. J'étais incapable de me retenir. Mais ça, c'était des symptômes de déshydratation. Tu sais, il y avait genre du sang et tout. Là. Oh my God, OK. Ouais. Fait que ça, c'est comme des signes précurseurs de « Ah, il y a un petit problème, ma belle. T'es mieux d'arriver rapidement. » Ouais, c'est ça, clairement. Oh my God! Termine cette course. Donc, là, je suis arrivée, en raison du FaceTime, j'appelle ma mère, j'appelle ma famille, je commence à regarder la météo, puis je leur dis « J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur parce que j'avais pas la force juste d'aller dans le dôme pour manger. J'avais pas la force de rien faire. J'étais comme... pétrifiée. J'avais pas la force de faire mon sac à dos. J'avais pas la force de rien faire. J'étais à 6000 mètres. On dormait là. On se réveillait à 2 heures le lendemain matin. Il allait falloir sortir dans le froid, le vent. Puis j'étais pas capable de me voir le faire à ce moment-là. Puis quand je regardais la météo aussi, c'est surtout il n'y avait pas d'ouverture météo. Je regardais ça avec Gabriel Philippi, qui est mon mentor de montagne maintenant, qui est avec North Face, qui me chapeaute dans tous mes projets. Puis vous lirez son livre « Instinct de survie », ça va changer votre vie, ce livre-là. Ah, ouais. Instinct de survie. Gabriel Philippi a changé ma vie. Littéralement, il m'a permis de croire en moi comme futur alpiniste. Il me supporte vraiment beaucoup. C'est une personne extrêmement généreuse de son temps. Puis là, dans le fond, lui, à toutes les étapes, il m'aidait en disant « OK, je sais que ton guide, il dit de faire ça, là, mais ton guide, il veut faire de l'argent en ce moment. Donc, voici la réelle solution à est-ce que tu peux vraiment tenter l'ascension à ce moment-ci ou non? » Puis il a été conclu que c'était pas une bonne idée de tenter l'ascension à ce moment-là. On n'a pas essayé... les gens ont tenté de faire le push. Moi, je ne l'ai pas fait parce que c'était beaucoup trop risqué. Ils vantaient énormément. Puis c'était sûr qu'ils redescendaient après 300 mètres. Fait que j'allais pas risquer d'aller me faire une engelure pour devoir abandonner en plus. Oui, c'est ça. Puis abandonner mon projet par la suite. Les risques étaient vraiment trop grands. Puis c'était préférable que je profite de ce temps-là pour m'acclimater à 6000 mètres, que je dorme là, que j'attende. Mais là, ce qui s'est passé finalement, c'est que mon groupe est parti. Bien, ceux qui restaient du groupe, on s'entend parce que c'était plus tout le monde qui était là à ce moment-là. Vous étiez combien, comme? On était 5 rendus à ce moment-là. Puis 5 et 3 guides. C'est quoi la température ressentie à cette altitude-là? Moins 30, là. Ouais, il fait vraiment froid. Au moins. Oh my God. Aïe. Ouais, au moins.
Ouais. Mais je sais comme plus. Je sais plus à ce moment-là. Ouais. C'est Parce que c'est le vent. C'est le vent, ouais. puis des fois, ça dépendait aussi de la lumière. Si c'était le soir, il faisait vraiment plus froid. Puis à quelle altitude on était. Fait qu'on on pouvait voir la météo selon à quelle altitude on se situait, mais environ moins 30. Là, c'est ça. Mon équipe est revenue. À un moment donné, j'étais dans la tente, en fait, avec une personne qui restait aussi au camp. Puis là, il a reçu un message vocal en disant OK, c'est vraiment trop dangereux, on doit redescendre. Puis faites envoyer tous les porteurs en haut. Tout le monde doit redescendre. La montagne est folle en ce moment. Les vents sont vraiment trop forts, ils se lèvent et il faut même évacuer le camp 3. Donc, même moi, je devais évacuer. Tout le monde devait évacuer la montagne à ce moment-là. Fait que les porteurs sont partis du base camp jusqu'au camp 3, jusqu'à plus haut pour aller aider les gens qui étaient en train d'essayer de faire le sommet pour redescendre tout le monde parce que c'était vraiment, vraiment des forts vents. Fait qu'on est redescendu. Je suis fait que t'es resté dans... combien de temps au camp 3, finalement? Finalement, on est resté peut-être 24 heures, là, genre peut-être un peu plus. Puis ton corps réagissait comment à ce moment-là? Ça allait quand même? C'était dur. OK. C'était vraiment dur. C'était vraiment dur, mais tu sais, plus ça avançait, plus c'était bien. Mais ce qui était le plus difficile, c'est vraiment le froid. Tu sais, comme le froid me pétrifiait au final. T'avais apporté pas mal de couches, là, imagine, au moins... Non, j'avais le meilleur gear possible, mais j'avais vraiment froid. J'étais incapable de me réchauffer. J'avais des hot pads, genre, pour le corps, que je m'étais mis partout sur le corps. J'en avais partout sur moi, mais comme ça réchauffait pas. J'avais FaceTimé aussi ma famille, puis tu sais, on avait eu peur, là. On a eu peur à ce moment-là, genre, c'était comme... Tu sais, on se posait la question si j'allais faire le push pas, puis là, on était à une étape où est-ce qu'on se disait, est-ce que c'est un adieu ou c'est pas un adieu? Genre, on ne savait pas. Ça me fait... C'était vraiment un moment émouvant, mettons, parce que c'était ma décision de savoir si j'allais avec le groupe ou pas, mais il fallait vraiment s'écouter, puis moi, mon corps, il me disait non, là, c'est vraiment pas une bonne idée. Logiquement parlant, c'est beau de dire que... Tu sais, ça, c'est la raison logique de dire « Ah, je pense que je veux pas risquer mon push par la suite. » Mais aussi, d'un point de vue purement honnête, en toute humilité, je me sentais pas capable de le faire. Puis je sentais que je me mettais à risque, vraiment beaucoup. Tu sais, je me disais, je veux pas être un risque pour le groupe aussi. Je me disais, tu sais, il faut penser aux autres aussi, là, à ce moment-là. Si je vais avec le groupe et que je suis incapable de suivre, c'est un guide qui doit redescendre avec moi, me ramener, alors que là, toutes les autres, s'il y en a un autre qui a un malaise, est-ce que, sachant qu'en ce moment, je me sens pas bien, je vais prendre cette ressource-là pour moi? Je trouvais ça vraiment comme... Je n'étais pas tout à fait à l'aise. Vraiment bien évaluer les possibilités. En même temps, je trouve que tu as l'air de vraiment bien connaître tes limites, de bien écouter ton corps. Je trouve que c'est vraiment des belles qualités. C'est gentil. Ben j'essaie, tu sais, on essaie tout, sur toutes les sphères, là. Et puis, ben là, finalement, on est redescendu sur la montagne. On est redescendu au base camp. J'ai développé des super beaux liens avec toute l'équipe. Donc, je suis restée au base camp. Mon groupe est redescendu. Mon groupe, c'est la première fois... La majorité avait fait le Kilimanjaro puis pensaient qu'ils allaient faire le sommet d'Aconcagua. Donc, ils étaient absolument attristés de ne pas avoir fait le sommet. Moi, je savais que c'était une possibilité. Mais eux, ils étaient comme « Oh mon Dieu, on n'a pas fait le sommet. » Mais en même temps, c'était vraiment triste pour tout le monde. Tout le monde était bien déçu. Surtout qu'on ne peut rien faire. Ils sont redescendus. Moi, je suis restée sur la montagne. J'ai récupéré, puis j'ai commencé à m'entraîner après ça sur la montagne à ce moment-là. Fait que là, j'ai commencé à faire mes pushs, m'entraîner à faire base camp, camp 1, base camp, camp 2, base camp, camp 1, 2, tu sais. Puis ça, tu le fais en marchant ou en courant? Bien, tu montes vraiment vite les montées. T'es légère. Tu sais, j'étais comme si j'allais courir, mais avec des GPS trackers, puis ben pas des walkie-talkies, là, mais des trucs pour pouvoir parler, téléphone satellite là, pour pouvoir parler, tu sais. Des walkie-talkies. Des walkie-talkies. Allô, m'entendez-vous? Les deux? Mais c'est ça, pour parler avec les gens. Parce que je vais leur dire, genre, OK, là, je suis rendue à tel endroit, à telle heure, je vais être retournée, sinon, ils envoyaient des gens, tout ça. Vu que je partais seule souvent. Puis là, je m'entraînais. Tu montes les montées en marchant vraiment rapidement, puis tu cours tes descentes. Fait que c'est ça le alpine running que j'aime beaucoup faire. Une fois que tu es acclimaté, c'est que tu commences à courir des sections que normalement les gens font en sac à dos en marchant. Moi, ça me prenait la moitié du temps à faire ce que les gens faisaient une fois acclimatée puis légère. C'est quoi la technique pour descendre en courant, dans le sens... Il n'y a pas d'impact comme qu'il peut avoir sur tes genoux,
Ben oui. Tu l'as appris à Ça fait travers partie de- ton... Ben, tu sais, ça fait longtemps que je m'entraîne quand même. Ouais. Puis mes quadriceps sont faits pour Ouais. aller chercher cette charge-là. Cet impact. J'ai adopté une technique de course aussi qui fait en sorte que je fais vraiment des petits pas. J'ai tout le temps des bâtons, puis mes bâtons m'aident à attraper. Je slidais sur les roches aussi. Là. J'avais comme une technique pour slider. Je prenais les sections les plus à pic. Excusez-moi, l'expression anglaise, c'est glisser. Ah, ben non, c'est mais c'est ça, Slider. Ouais. Fait que je me mettais sur les roches les plus glissantes, puis là, je passais, tu sais, je me laissais glisser, en fait, avec les roches, jusqu'à temps qu'il y ait des grosses roches qui m'arrêtent. Puis là, je continuais sur les autres ensuite. Oh my God! Ouais. C'est vraiment descendre là, en altitude rapidement. Là. Il faut... C'est comme un sport extrême, là. Vraiment, Ben, vraiment extrême. clairement. Plus que monter, au final, Ouais. parce que j'oubliais de respirer. C'est tellement comme d'adrénaline, là, puis Ouais. tu perds un peu le contrôle aussi parce Ouais. que tu te laisses aller, là, littéralement. Puis, à un moment donné, je suis allée avec mon pacer, qui était le head porter de Grahales. Puis là, lui, il me montrait comment aller vite dans les montagnes. Il m'expliquait tout ça. On faisait beaucoup d'entraînement ensemble. Il était extrêmement rapide. Puis là, il me disait... OK, now breathe. Puis là, il fallait que je m'entraîne à faire... Ouais. Parce que sinon, j'étais pas capable... c'est comme si j'étais à bout de souffle. Vraiment rapidement. Fait que là, je m'entraînais, puis ça allait bien. Mon équipe de Altitude et de North Face, qui est aussi mes meilleurs... Ben, des vraiment bons amis, sont venus me rejoindre. On s'est mis à redécouvrir la montagne ensemble aussi. Pour moi, c'était comme une redécouverte, tu sais, de le faire avec des yeux frais. Ouais. Moi, ça faisait longtemps que j'étais là, puis je commençais à être un petit peu épuisée Ouais. de l'énergie. Perdais là un petit boost d'énergie. Ouais. Là, c'était un vent de fraîcheur total. J'ai poursuivi les entraînements et là, quand j'ai fait des très, très bons entraînements et à un moment donné, il y a eu une ouverture météo. En fait, il n'y a pas eu d'ouverture météo. C'est ça l'affaire. C'est qu'on s'entraîne, puis on essaie de récupérer en se disant, en regardant la météo, puis en se disant, OK, peut-être que le 5, peut-être que le 3, peut-être que le 8 janvier, on va pouvoir faire le sommet. Ah, peut-être que non. Puis là, finalement, toutes les ouvertures météo se refermaient. C'était toujours, ça passait de 70 km/h à 95. Puis là, une condition météo qui, la première fois que j'étais avec un groupe pour faire l'ascension, qui était pas bonne, c'était devenu mon idéal. C'était devenu comme ça, l'ouverture. C'était le meilleur qu'il y avait dans les conditions. Okay. Fait que c'était vraiment, vraiment triste. Le moment où est-ce que... Là, c'était nos billets d'avion qui nous limitaient. Là. Fait que le moment où est-ce que mon pacer et moi, on regardait la météo, puis il me dit, OK, c'est là ou jamais, c'est le 8 ou jamais. Ce qui était comme dans 2 jours. Là, je me suis dit, OK, là, on va y aller, puis on sait d'emblée que la météo est pas là. La météo était juste pas là. Fait que c'était difficile de me mettre dans un mindset comme go-getter, on va aller faire ce push-là, alors que les vents m'avaient arrêté à 6 000. J'étais pas acclimatée à plus que 6 000. Puis déjà là, passer 24 heures à 6 000, on peut pas dire que j'étais acclimatée. Puis en plus, c'était même pas une ouverture météo pour me... même pour me rendre au sommet. Donc, c'était super limitatif à ce moment-là. Ça m'a beaucoup joué dans la tête. Puis j'ai commencé à ce moment-là aussi à avoir mon énergie, ma fatigue qui a commencé à accumuler beaucoup. Et là, c'est comme si j'ai arrêté d'y croire à ce moment-là. Là, pour être transparente avec vous, j'ai arrêté d'y croire. Je me voyais pas du tout faire les efforts que j'avais faits dans les jours précédents. Puis je me disais, OK, est-ce qu'on va essayer de le faire ou est-ce qu'on n'essaie pas? Puis là, j'étais, qu'est-ce que je fais? Aussi, là, c'est là que je venais juste d'apprendre qu'il y avait une personne qui était décédée, genre, à un endroit où j'allais passer, que le corps était encore là, que j'allais passer à côté. Ouais. Oh my God, parce qu'il pouvait pas retrieve le corps encore. Non. Fait que c'était vraiment... Tu sais, quand on me dit ça, l'hélicoptère aussi était en panne. Fait que je me disais, est-ce que je peux vraiment me mettre dans une situation comme dangereuse comme ça? Est-ce que ça vaut la peine? C'était... Mais tu sais, je voulais l'essayer, mais je dirais que je l'ai fait aussi plus parce que là, c'était le projet qui m'appelait. Mais mettons, il n'y avait pas d'ouverture, il y avait pas... Les conditions n'étaient pas là. Donc, on a commencé à grimper,
Puis dès le départ, là, il fallait partir à 2 heures le matin, puis les vents, là, étaient tellement forts, là. Les vents, là, j'essayais de monter jusqu'au camp 1, qui était quelque chose que j'avais fait des milliards, mais vraiment plusieurs fois, puis ça s'était super bien passé. Je le faisais vraiment rapidement, avec bien moins d'équipement, bien moins de manteaux. Là, j'étais habillée x4. J'avais x4 de couches, puis j'étais incapable d'avancer à cause du vent. Fait que, tu sais, quand tu commences comme ça, là, c'est... Ça détruit le moral. Ah, vraiment. Puis il faisait beaucoup plus froid aussi à cause qu'il était 2 heures le matin. Puis la raison pour laquelle on partait à 2 heures le matin, c'était à cause que si je voulais arriver au sommet avant 3 heures l'après-midi, il fallait que je parte à une telle heure. Fait que faut comme limiter le temps. Faut être réaliste avec le temps que ça va te prendre. Mais du moment que tu arrives au camp 1, après une certaine barrière horaire, c'est terminé. Ton projet est déjà terminé parce que c'est sûr que tu n'arrives pas au sommet avant 3 heures. Donc, t'sais. Et là, après le camp 1, ben, on s'est rendu quasiment jusqu'au camp 2, là, puis mon corps, il voulait pas. Mon corps, il voulait pas, puis là, je disais à mon pacer, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, parce que ma tête voulait quand même pousser, là, je voulais l'essayer, je voulais aller jusqu'au bout. Mais quand ton corps suit pas... Mais j'avais jamais vécu ça. Mon corps qui ne suivait autant pas, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Jamais. On s'entend, tu cours des ultra trails. Là, Ben oui. Mais j'ai toujours cru que j'avais les limites que mon corps m'imposait, que ma tête imposait, mais là, c'est là que j'ai découvert que non, c'était pas ça qui s'était passé. Wow. Je vais faire un gros fast-forward. Oh à my ce moment-là, God. ça a été genre la réalisation que, tu sais, mon projet que je bâtissais depuis genre vraiment longtemps fonctionnait pas. Puis j'avais aucune justification autre que je ne suis pas capable. Tu sais, j'ai pas d'autre justification. Là. Je peux pas dire, oui, la météo, oui, tu sais, comme... Non, ben, c'est sûr que la météo Ben oui. a pas aidé. Non, ça n'a pas aidé, mais c'est pas ça qui a fait que j'ai échoué d'une certaine manière. Là. Il y a vraiment... C'est mon corps qui ne voulait pas. Puis ma tête, même si j'essayais de la minder, il n'y avait rien à faire. Incapable. Mais je veux pas aussi, à ce stade, on s'entend, t'as passé quoi, genre 2-3 semaines en Non, je suis rendue camping? à 1 mois. Un mois Aïe. en camping sur une montagne où Ouais. est-ce qu'il fait genre moins 30 ressentis avec Ouais. du On vent? s'entend que tu dors pas vraiment bien, là. Ouais. Non, Juste c'est pour- ça. Non, c'est ça. Ça faisait 1 mois que je dormais à 4400 mètres d'altitude, moins 30 la nuit, faire pipi dans une Peeble, vivre... Tu sais, c'est pas le luxe. J'en Fait que, tu sais, reviens ça- pas ça- que t'aies fait ça. ouais. Genre, juste ça, pour moi, c'est un Je achievement. fais une nuit en camping d'hiver, puis je suis comme Mais c'est dead, ça. là. Mais là, c'est comme Complètement, un c'est mois de drainant, là. camping Ouais. d'hiver, ouais. Mais c'est ça. Ça a été... C'est ça que je me suis dit de façon rationnelle. Je me suis dit, Oui. ça doit être la fatigue de l'expédition. Ouais. Mais là, je vais vous donner la vraie réponse. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que je l'ai Attends, su fait que là, par après. t'es redescendu. Je suis redescendue. Puis là, Ça a été la fin. t'avais-tu genre... Parce que toute l'équipe est là, genre, tu sais, vous documentez ça. Fait que là, comment tu te sentais par rapport à ça? Si en même temps, t'es comme, Oh, OK, ben, c'était c'est un terrible. documentaire réaliste. Ben, c'est un documentaire réaliste. Les gens vont vraiment voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Puis ça va être dans... J'aurais tellement aimé que ce soit pas ça qui se passe. Ouais. Puis j'aurais tellement aimé, tu sais, Avoir le pas happy nécessairement ending, être là, tu sais. la meilleure version de moi-même, mais au moins avoir l'impression que j'ai pu pousser à la hauteur de ce que je suis capable de faire. Puis là, j'avais juste l'impression que j'avais été à moitié là-dedans, alors que d'autres personnes avaient fait des efforts bien plus considérables que moi. Mais tu sais, j'avais réalisé des plus grandes choses dans mes entraînements que pendant le push lui-même. Tu sais, c'était un niveau d'incompréhension totale. La culpabilité par rapport aux partenaires, alors que, tu sais, je veux dire, les partenaires, ils Sont savaient... là là, pour l'expédition, Ils là, sont là c'est pour ça. l'expédition. Ils sont puis- pas là pour le résultat, là. Exactement. Mais tu sais, je me sentais mal pour les gens qui... Les gens, la communauté au Québec, ça me faisait pas du tout de peine. Tu sais, je veux dire, quand on essaie des choses difficiles, il faut s'attendre à ce que ça passe ou ça casse. Puis ça, c'est le risque que je prends à chaque fois que je me mets dans une situation de potentiel échec. Puis vous, les filles, quand vous êtes lancées en affaires, puis quand vous êtes allées sur le Même Kili, chose. puis Ouais. puis n'importe Ouais, qui, on c'est prend ça. tous des risques, puis il y a le risque d'échouer. Puis est-ce qu'on le fait... Le seul moment où ça doit vraiment nous arrêter, c'est quand ce risque d'échec-là, ben tu le prends pas pour toi-même, tu sais. Ouais. Puis moi, ce risque-là, je le prenais pour moi. Ouais. Ça me change rien si je Ouais. réussis ou pas. Ben ça me change moi quelque chose, mais aux autres, ça leur change absolument rien. Puis tu sais, je pense que tout le monde s'en fout de ce que les autres réalisent. Tu sais, Tellement. d'une certaine mesure, là, tu sais, on Ouais. pense que les gens nous regardent, mais au final,
Comment être trop occupé avec sa propre vie Exactement. pour émettre On une opinion, s'inspire tu sais. des autres, puis on va chercher le positif, puis pour le reste, honnêtement, tu sais, comme on est là pour soi, puis on est compatissant, mais comme pas, on n'a pas d'engagement envers les autres. Fait que vraiment, énorme tristesse, c'est là que j'ai réalisé que j'avais quitté ma job pour aller faire Aconcagua. OK, fait que t'avais quitté ta job. OK, tu l'avais quitté. J'avais quitté mon emploi. À ce moment-là, j'étais en pratique privée depuis 5-6 ans dans une équipe que j'aimais beaucoup, beaucoup. Mais j'avais quitté mon emploi pour aller faire Aconcagua. J'avais quelque chose qui m'attendait après. J'étais vraiment heureuse. Il n'y avait pas de problème. Mais tu sais, je me disais, oh mon Dieu, comme j'ai orienté ma vie vers ce projet-là pendant vraiment longtemps. Puis comme, qu'est-ce qui vient de se passer là? Tu sais, j'ai jamais vécu ça. Fait que ça a été quand même triste et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps comme essayer de comprendre. Je suis revenue à Montréal, j'ai recommencé, je me suis donné 1 mois total de repos. J'ai parlé avec mon coach, j'ai dit « OK, 1 mois total de repos, là, je veux même pas en entendre parler de la course. Clairement, j'ai besoin de repos. J'ai vécu une trop grosse expédition. » Ça, c'est la réponse logique. Mais là, éventuellement, j'ai tenté d'essayer de courir parce que c'est ma passion, courir. Puis mon corps m'empêchait de courir encore à ce jour-là. J'étais toujours pas capable. Là, c'était de la fatigue extrême. J'ai comme cofondé le 6am Club avec William Fugère. Okay? On est tous les deux ensemble. Le 6am Club, là, c'est mon ADN, mon bébé. Okay? J'adore le 6am Club. C'est mon endroit safe. Peu importe la communauté. Je connais pas les gens de Pointe-Saint-Charles, je connais pas les gens de Griffintown nécessairement, mais j'y vais, puis je me sens chez moi, tu sais. Puis je sais que je vais courir, puis que c'est une zone accessible, puis c'est pas un défi, c'est juste un safe place pour faire du social, prendre un café, puis courir pour le plaisir. Après 200 mètres d'une course du 6am, j'ai dû drop le groupe qui courait à un pace de 6,30 du kilo, là, tu sais, comme, c'était pas... Mais quand tu dis que ton corps voulait pas, c'est quoi? J'hyperventilais, j'étais incapable de courir. Genre, j'essayais de m'oxygéner, ça fonctionnait pas. J'étais essoufflée. J'avais des crampes au ventre, comme si là, j'étais en train de faire l'effort de la terre. J'étais à 200 de BPM. C'était impossible. Là, je suis allée faire des tests de sang. OK. Là, j'ai fait, OK, là, je vais aller faire des prises de sang. C'est comme, OK, il y a quelque chose normal. là. Ouais. Et là, je faisais de l'anémie sévère. Et là, c'est là que j'ai réalisé tout ce qui s'était passé probablement. C'est que, puis ça a été ma plus grande erreur, c'est que je suis allée sur la montagne en étant anémique, en fait, sans le savoir. Tu savais pas que t'étais anémique. Okay. Ouais. Fait que, puis à chaque fois que je montais dans la montagne, mais peut-être que j'étais pas autant anémique avant l'expédition qu'à la fin, mais dans le fond, ce qui se passe en altitude, c'est que tu essaies de t'acclimater. Donc, ton corps va utiliser tes globules rouges vont se puiser des réserves de fer, dans le fond, pour produire plus de globules rouges qui te permet de t'acclimater puis de traiter l'oxygène, si on peut dire. Mais là, si tu n'as pas de réserve de fer, tu n'as pas de globules rouges qui se créent et donc tu ne peux pas t'acclimater à l'altitude. Donc, c'est comme si à chaque fois, je faisais juste me brûler, aller prendre toutes mes réserves. Je suis revenue, j'avais plus de fer genre dans mon sang, j'avais comme plus rien. Et là, depuis, je prends ma santé vraiment, vraiment au sérieux. Puis pour les femmes, toutes les femmes qui font du sport, qui ont leur cycle menstruel, ou juste des femmes de façon générale, là, peu importe, c'est vraiment plus fréquent que ce qu'on pense à faire de l'anémie. Puis, il faut vraiment, vraiment faire attention parce que depuis le moment que j'ai commencé à en parler, j'en ai parlé un peu sur mes réseaux et tout, tellement de femmes m'ont écrit pour me dire « Oh mon Dieu, je suis anémique aussi, je l'ai découvert il y a pas longtemps, puis j'étais pas capable de me réveiller pour aller au travail, j'avais de la fatigue, Puis finalement, c'est un peu le plus beau problème qui pouvait arriver, c'est simplement des suppléments de fer à prendre, puis après ça, genre, je suis repartie. Ouais. Mais comment on peut savoir? En fait, il aurait fallu que tu fasses une certaine prévention avant d'aller sur la montagne puis de te faire check-up généralement. Il aurait fallu que je fasse un bilan sanguin. Puis je pense que c'est la base, puis il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui l'auraient fait. Puis moi, ça a été mon erreur vraiment de débutante. Fait que de demander un bilan sanguin, c'est comment tu fais faire une prise de sang, en fait. Puis ils vont regarder ton taux de fer et moi, j'ai fait ça pour Aquitaine, mettons. Ouais, OK. Ouais. Mais tu as un certain rapport, puis selon ce qu'ils ont besoin, mais sachant là, tu vas sur une montagne, eux, ils savent, tu sais, des cliniques spécialisées. C'est ça, exact. Puis là, ça te permet de déceler. Mais il y a des signes. Les signes, c'est les lèvres pâles, tu as envie de
tes jambes, ils me donnent un peu des petits chocs quand tu es dans des situations vraiment extrêmes. Là. La nuit, mettons, mes jambes, ils me donnaient des petits chocs bizarres. Je cravais toujours de la glace. Craver de la glace, c'est un signe d'anémie. Oh, ouais. Ouais, fait que, bref, depuis ce temps-là, moi qui pensais ne plus jamais recourir, qui avait perdu ma passion, j'étais triste, là, je savais pas qu'est-ce qui se passait avec mon corps, j'étais en incompréhension totale. Ben là, j'ai commencé à prendre des suppléments, j'ai pris vraiment en main ma santé. Puis je vous rassure, là, c'est pas comme parce que tu manges pas suffisamment nécessairement, c'est parce que je consommais pas de viande aussi, en fait. Là, puis le fer se retrouve dans la viande. J'étais végétarienne depuis 15 ans. J'ai recommencé à manger de la viande. Après 15 ans? Oui, après 15 ans. Mais pour ta santé, pour ma santé. Ouais. Puis voilà, maintenant, je suis de retour, de retour à la santé, mais une santé que je vais jamais prendre pour acquise à partir de maintenant. Ouais. Ah, c'est fou. Aïe, ton histoire m'inspire tellement. Ah, j'adore. C'est fou. J'adore tous les détails et tout ça. Comme... Fait Mais... que là, est-ce que tu vas le retenter? Oui. Oui? Ouais. Ben Oh oui, my God. c'est sûr. Ouais. Je vais faire des choses différemment, ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que je vais refaire des choses différemment, comme s'acclimater sur Aconcagua, c'était pas la meilleure des stratégies. Je vais plutôt m'acclimater sur une autre montagne, plus dans le confort, pour pouvoir, quand j'arrive sur Aconcagua, être en forme, puis pouvoir faire le push. Fait que ça va être un projet que je vais faire l'année prochaine. J'aimerais vraiment lever des fonds pour ANEB dans le cadre de cette prochaine ascension-là. ANEB qui est pour les troubles alimentaires, c'est vraiment présent dans le monde du sport, d'endurance. Puis je vais faire un travail de sensibilisation par rapport à ça, retirer le tabou par rapport aux troubles alimentaires. Fait que ça va être probablement février l'année prochaine. Puis sinon, d'autres projets de montagne, l'Équateur, probablement au mois d'août. Montagne. Ouais, montagne. Je veux retourner en montagne. Je veux aller comme... Renouer avec la montagne, puis le faire pour moi, puis avoir du plaisir, puis m'écouter, puis tout ça. Ouais. Tellement des beaux projets. Peut-être avec vous. Très down, 100%. Mais moi, je me demandais en lien avec justement ton retour à la course, ça s'est fait progressivement. Comment c'est? Ouais, non, c'est ça du jour au lendemain. Tes suppléments, là, tu t'es mis à manger, puis là, let's go. Quand j'ai eu mes suppléments, j'ai commencé vite à... Je suis revenue top shape, puis j'ai fait une couple de semaines comme d'entraînement solide. Puis, j'ai décidé de m'installer à Montréal à partir de ce moment-là parce que j'étais à Québec avant. C'est ça, je me suis dit. T'as toujours été à Québec. J'ai toujours été à Québec. Avec Karel, justement, aussi. Exact. Exact. Puis là, je me suis dit, j'ai vraiment envie de m'installer, genre de recommencer une vie différente. Bien, pas recommencer une vie différente, mais j'avais envie d'un nouveau départ, en fait, différent en revenant de montagne. J'avais envie de m'installer à Montréal. J'ai rencontré quelqu'un à Montréal aussi. Fait que, puis avec les CXCM, mon emploi qui était plus en télétravail, le réseau, comme les endless opportunities à Montréal, puis les rencontres que je faisais, on dirait que j'étais comme wow. T'sais, vous êtes à Montréal, tu sais, en tout cas, tout le monde est... Mais ça se passe comment jusqu'à présent? Ben c'est ça, c'était je tombe en amour avec Montréal, en fait. Comme demain, il faut que je retourne à Québec, puis je suis triste. Genre, ça me tente pas. C'est pour mieux revenir. Mais pour finir, par rapport à la course, comment que je suis revenue, dans le fond, je me suis dit, la meilleure façon de renouer avec la course, puis de découvrir Montréal, c'est de courir l'île de Montréal. Fait que ça a été ce que j'ai fait. Après peu de temps, peut-être 1 mois, 2 mois sur les suppléments, ça allait déjà vraiment, vraiment mieux. Puis j'ai couru l'entièreté de l'île de Montréal, les 125 km. C'est tellement beaucoup, là! Je comprends. Ça prend combien de temps faire ça? Mais là, ça m'a pris un peu moins de 15 heures. Ouais. De quoi tu parles? Non, mais OK, juste la manière que t'as dit ça. Ça m'a pris un peu moins de 15 heures. Mais what the fuck? De courir pendant 15 heures. Mais j'ai déjà fait genre 45 45 minutes, heures. puis comme c'est long. Oui, mais c'est à plus basse intensité. Mais il faut pas que tu partes justement à un certain moment. Faut jamais que tu t'endors. Puis là, comme... Ouais,
Non, ben c'est ça. Tu Ça peux va dormir. tellement facile comment J'ai fait qu'elle des dit. courses où est-ce que je me suis endormie là, dans la trail. C'est dangereux. Chic-choc, Genre en ça, petit boule à terre ouais, ou en ben, gros? c'est Ouais, ça. en Chic-choc. petite boule à terre. Puis c'est drôle parce qu'il y avait des attaques de coyotes qui se passaient à côté de moi. Ah, J'étais non. toute seule dans la montagne à ce moment-là. Puis moi, j'ai pas eu d'attaque de coyotes. Donc, tant mieux. Tout est beau. J'ai survécu. Mais non, sur l'île de Montréal, c'est juste, je restais réveillée. J'ai fait une sieste en après-midi. Puis je me suis dit, OK, go, on part. C'était Runk et Cielé qui organisaient l'événement un peu. Puis j'avais des amis, des filles qui sont venues me rejoindre, qui ont couru de nuit pour leur première fois. Une amie de fille qui a fait sa plus longue distance. C'est fun. Ouais, c'était vraiment cool. C'était comme devenu un projet partagé avec tout le monde. J'adore. Ouais. C'est Fait que voilà, les filles. Ouais, ah non, mais le temps tellement file, beau. fait qu'on va devoir conclure là-dessus, mais c'est vraiment... Ouais, je sais, il y a tellement de choses à changer. Ah, mais c'était tellement intéressant. J'espère Merci que... pour ton temps. Ouais, Ouais, j'espère mais que vous merci avez à vous, aimé. les filles. Ouais, ah non, Tu peux vraiment être fière de toi, honnêtement. Ben, C'est vraiment J'ai admirable. j'ai vraiment hâte de suivre tes prochaines aventures. Oui. On va toutes mettre les informations en barre d'infos pour te suivre tes projets. Puis là-dessus, on se dit à la prochaine. Oui. merci Ouais, les filles. prochaine.